Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Guetti Kwasi René, L'Afrique, un géant qui refuse de naître 2015. Ekani Serge Christian, Liberté de saisir et exécution forcée dans l'espace OADA 2015. Kwaku Jean-Marie Dire, Penser la réconciliation. Pour penser la Côte d'Ivoire 2015. WOUAKOTCHALEU, Joseph, Le racisme colonial, analyse de la destructivité humaine 2015. To, Patrice et Sanon Vincent Paul, Gouvernance et institutions traditionnelles dans les pêcheries de l'ouest du Burkina Faso 2015. OTITALIKONGO, Marcel, Guerre et viol. Deux faces de fléau traumatique en République démocratique du Congo, 2015. MAWANZIMANZ2NZA, Thomas, L'Université de Kinshasa en quête de repères 2015. MOUCKAGA, Hugues, Scholastique Dianzinga, OWAYE Jean-François, Quelle gouvernance pour l'Afrique noire 2015. Semana, Tarsis, Aux origines de la morale rwandaise. Ses coutumes, du legs aux funérailles 2015. Bangui, Thierry, La malgouvernance en Afrique centrale 2015. Goï, Gilles Expédie, Éducation et gouvernance politique au Bénin. Du Dang Sommet à l'ère démocratique, 2015. Ces 10 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. Henri Wemboluaots Hudi Kenge. Réflexion sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Valeurs, contenu et importance vue d'Afrique. Du même auteur. 1. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. L'indépendance des magistrats face à l'administration de la justice et le respect des droits de l'homme, module de l'INEPTO pour la formation des parajuristes, publication de RCN Justice, Kinshasa 2002. 2. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. La problématique de l'organisation du travail pénitentiaire en rez-de-chaussée. Cas de la prison centrale de Kananga, une revue du CIDEP numéro spécial Kinshasa 2004, pp 56 à 62. 3. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. L'anachronisme du décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance délinquante. Cas du flou sur la majorité pénale en RDC. Une nouvelle tribune internationale des droits de l'enfant numéro 10 et 11 décembre 2005, DI Belgique, pp 27 à 32. 4. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. L'anachronisme du décret sur l'enfance délinquante en rez-de-chaussée. Réflexion sur le vagabondage et les droits des enfants. Une nouvelle tribune internationale des droits de l'enfant numéro 12 au mars 2007, DI Belgique, pp 22 à 28. 5. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. Encore sur l'anachronisme du décret sur l'enfance délinquante, le volet judiciaire, Une parole de justice, RCN Justice et démocratie, Kinshasa 2010. 6. Wemboluaots Hudi Kenge Henri. L'appropriation des normes des droits de l'homme par les magistrats pour l'indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l'homme en RD Congo, Une parole de justice. Revue annuelle de doctrine, 2010 Kinshasa, pp 18 à 31. http://eduportfolio.org/vue/view 61435. Module de formation en droits de l'homme. Mise en ligne par l'auteur de ce livre. http://eduportfolio.org/vue/view/31311. Module de formation sur les droits de l'enfant. Contact. hauteferdc@gmail.com, tel 00 243 81 658 24 58.
Copyright L'Harmattan, 2015 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr EANIPUB 978 2 336 73 279 4 Préface. La communauté internationale observe chaque année l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, la situation en ce qui concerne le respect des droits de l'homme reste grave. Partout dans le monde, les êtres humains subissent des violences effrayantes. Les massacres, les viols collectifs voire l'esclavage sont monnaie courante. Si les violations des droits humains sont quasi universelles, aucun pays du monde n'a connu des violations dépassant celles enregistrées en République démocratique du Congo, ex-Congo belge, ex-République du Zaïre. J'étudie la situation politique du Congo depuis les années 60. J'ai enseigné la science politique au Congo, Kisangani, Lubumbashi et Bukavu, au Rwanda, au Kenya et en Tunisie. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages dont Congo. London, Politipress 2013. Et Ethnogenèse et nationalisme en Afrique centrale, les racines de Lumumba. Paris L'Harmattan 2000. Il serait fastidieux de faire l'inventaire de toutes les violations des droits humains pendant cette période de l'ex-Congo belge à la République démocratique du Congo, en passant par l'ex-Zaïre. Cependant, j'insiste sur un aspect encourageant de l'évolution politique. En 1960, lors de la décolonisation bâclée, le Congo possédait un nuage de partis politiques, trop nombreux pour être efficaces, et quelques syndicats, assez faibles. Au début des années 1990 par contre, on constate la présence d'une société civile active qui critique les actions des autorités politiques. Il y a surtout un nombre important d'organisations des défenseurs des droits de l'homme. L'auteur de cet ouvrage est président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, AUDF, et coordonnateur du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias, REPRODEV. WEMBOLUAOTSHUDI Kenji Henry, auteur du présent ouvrage, est issu de ce secteur de la société civile congolaise. Formé dans les écoles et universités congolaises et détenteur d'un Master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux de l'Université de Nantes, France, il possède une connaissance profonde des droits de l'homme, à la fois théorique et pratique. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Matete et barreau de Kananga, numéro ONA 0963. Il est aussi chef de travaux au Centre pour le développement et l'éducation permanente, CIDEP. Il nous présente un commentaire riche de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme il le souligne, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne connaîtra un plein succès que si elle sera mieux connue des populations de la rez-de-chaussée et du monde entier. Puisse cet ouvrage servir à informer ces populations quant à leurs droits. Professeur Thomas Turner Ph.D. Expert Country on DRC Amnesty International USA. Avant-propos. Adopté par l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 217A, 3 du 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est le premier instrument international pertinent qui reconnaît la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, fondement de la justice et de la paix dans le monde. Cette déclaration intervient juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au cours de laquelle plusieurs atrocités ont été commises et qui sont, ce jour, des crimes contre la paix, la sécurité internationale et l'humanité. Sans un traité ratifié et, de ce fait, opposable à tous les États signataires, la Déclaration universelle des droits de l'homme a acquis une autorité incontestable à travers la planète. Elle est non seulement reprise dans toutes les constitutions, mais aussi dans plusieurs traités qui consacrent et protègent les droits humains. En République démocratique du Congo, elle est alignée sur la liste des instruments universels relatifs aux droits de l'homme et occupe la première place. Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme par la rez-de-chaussée, Journal officiel de la rez-de-chaussée 43 degrés année, numéro spécial 5 décembre 2002, page 3, 7 et suivants.
Si tous les acteurs civils et militaires, politiques, judiciaires, économiques, connaissent et s'approprient cet instrument important qui revalorise l'être humain pour méditer, décider et agir, ce à quoi nous invite M. Henri Wemboluaotshudikenje, Kenje, avocat de son État et fervent défenseur des droits humains, à travers des réflexions qui replacent la DUDH dans son contexte d'adoption et actualité quasi permanente dans les constitutions des États, les conventions internationales pertinentes relatives aux droits humains, la jurisprudence internationale et les observations ainsi que les recommandations des mécanismes relatifs aux droits de l'homme, la promotion et protection des droits humains passera des discours politiques à la promotion de la dignité de la personne humaine. Il n'aurait pas été décent que la doctrine congolaise reste muette sur un débat de portée universelle par rapport à cette thématique. Heureusement que l'auteur de cet ouvrage dont le volume et le contenu se valent, relève de bonne manière ce défi. Il n'a certes pas la prétention de mettre fin aux différents débats que suscite cet instrument juridique, DUDH, mais les relance à travers des recherches profondes et des analyses pertinentes. Cet ouvrage a l'avantage d'être rédigé par un auteur congolais, en République démocratique du Congo, dans un contexte post-conflit, c'est-à-dire au moment où les violations des droits de l'homme sont encore d'actualité et que l'État congolais et la communauté internationale réfléchissent sur des réponses à y apporter. Maître Franck Mulenda, avocat à la Cour pénale internationale et au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Doyen du Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa-Gombe. Remerciements. De tout cœur je remercie mon épouse, Faustine Litukaobolelaw et nos enfants Gracie Wembolua Kasongo Vincent, Wembolua Otshumba. Daniela et Wembolua Likaolay à Gabriela, pour tous les sacrifices endurés pour voir la production de cette œuvre. Mon père Wembolua Kasongo Vincent, et ma pauvre mère Deko Deikaowy Mathilde pour l'éducation semée en moi. Mes frères, sœurs, oncles, tantes et connaissances pour les encouragements et le soutien tant moral, scientifique que matériel pour la réalisation du projet de ce livre. Nous citons me Marie-Louise Okaakao, me Marcel Wechokonda Koso, Augu Wzemalowa, Didier, Angèle, Michou W. Lobo, Dr Henriette Olango, Marceline Ekoko Oteokaa, Corlène Okaiteapowa, Denise Okaiteapoyi, Angélique Como W, Dr André Olelaw, tous les Wembolua. Oncle et tante, Maman Georgette OTSHUMBATAMBWE, Famille MBOLODIHAOSOKAOLOMB, Famille OLELA, Famille Koso, Famille OLANGO, SHUNGU, Révérend Abeloa Moulamba. Le staff du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDHMONUSCO, pour toutes les formations en droits humains auxquelles j'ai participé et celles organisées en partenariat avec l'AUDF-ONG. À tous les collègues et chers étudiants du CIDEP. La chaîne radio-télé catholique Elikia qui nous a permis d'animer les missions de promotion des droits de l'homme, DH à la portée de tous, plus de 4 ans durant avec le journaliste Esaïe Mbouyi MUSASA. Faut-il préciser que le présent ouvrage est une réponse à la demande de plusieurs téléspectateurs. Monsieur Alphonse MUAMBI, Charlie MOBALY et tous les camarades membres de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux AUDF-ONG, Campagne pour les droits de l'homme au Congo CDHC et la Ligue des avocats pour les droits de l'homme, LADHO, ainsi que les réseaux dont le REPRODEV et les ONG partenaires notamment le réseau de protection VTPM, RAF, PDUDH, APEVEC, FIFADH, EFIEDH, CIFEDH, ANMDH, VHDH, INCIFIDH, ADHER, et les membres de la communauté réseau à l'international pour la valorisation de l'enseignement supérieur RIV, qui alimentent par leur savoir le forum édifiant sur les différents domaines de la science, Didier Wayo, Brigitte Gassi, Nathalie Nune, Ndeye Dienaba Ndiaye, ainsi que les camarades de l'AEFOA des rez-de-chaussée et les premiers lecteurs qui ont permis à ce livre d'avoir cette forme et contenu ainsi que toute l'équipe de l'Harmattan pour le travail laborieux de mise en forme et publication. Abréviation et sigles.
Introduction. La dignité est notre qualité commune. Mario Bettati. 1. La réalisation effective et universelle des droits de l'homme requiert l'enseignement et l'apprentissage, gage de l'émergence d'un degré élevé de prise de conscience afin que ces droits passent des simples aspirations, des intentions, des promesses ou des engagements à des droits vivants et bénéfiques à tous les êtres humains. L'apprentissage et la prise de conscience pour les droits de l'homme (DH) sont-ils promus aujourd'hui au sein des États ? Il y a lieu de répondre par l'affirmative avec quelques réserves dans la mesure où, de l'avis de plusieurs auteurs, l'humanité se fait une opinion très haute des DH, mais la dignité humaine reste parfois bafouée par les dirigeants des États pour multiples motifs. C'est ainsi que Jean Daniel affirme que les droits de l'homme sont devenus le centre de gravité idéologique de tout ce à quoi nous assistons actuellement. Il vise à se substituer de manière hégémonique à toutes sortes de discours politiques et sociaux qui s'articulaient naguère à partir de notions aujourd'hui usées ou discréditées, tradition, nation, progrès, révolution, à devenir la boussole unique d'une époque désorientée, à fournir une morale minimale à un monde en désarroi. 2. Abondant dans le même sens, Robert Badinter considère les mêmes droits comme l'horizon moral de notre temps. Ils doivent devenir le fondement de toutes les sociétés, selon le vœu de M. Kofi Annan. Ils contiennent en germe le concept d'un véritable gouvernement mondial. 3. Il est important que la perception et le rôle à donner aux droits de l'homme par tout citoyen et surtout les agents publics de l'État soient fondés sur un minimum d'informations et de connaissances relatives aux notions fondamentales du droit international des droits de l'homme. Généralement, les personnes sensibilisées sur les DH ont une haute opinion et une grande considération pour ces droits pendant que les profanes en la matière considèrent comme en rez-de-chaussée et quelques États que les droits de l'homme c'est le langage de la subversion, le discours des opposants politiques et des aigris du pouvoir. C'est aussi ce qui est contraire à la souveraineté nationale, ce qui encourage l'aliénation, l'occidentalisation, l'acculturation, l'extrême politisation de la vie sociale et un prétexte de l'ingérence dans les affaires intérieures des États. 4. De toute évidence, pour mieux émettre des critiques objectives, des observations pertinentes et même pour adopter des aptitudes salvatrices sur les questions ayant des implications sur l'être humain et la responsabilité de l'État, les personnes devraient être formées, informées et sensibilisées sur la question des droits de l'homme. 5. Malgré les discours politiques séduisants et le plaidoyer mené pour intégrer l'approche droits de l'homme dans la gestion de la chose publique, le rapport 2012 sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD démontre, comme le signale M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, que les projections indiquent qu'en 2015 plus de 600 millions de personnes dans le monde n'auront toujours pas accès à une eau potable améliorée, près d'1 milliard vivront avec moins de 1,25 $ par jour. Des mères continueront de mourir inutilement en accouchant, et des enfants souffriront et mourront de maladies évitables. 6. Les défis pour assurer la dignité de l'être humain dans tous les États et partout dans le monde sont légion. D'une part, les comportements et les attitudes des individus, au quotidien, peuvent impacter positivement ou négativement la réalisation des droits de l'homme, la promotion du développement durable et l'instauration d'une culture de la paix et des droits de l'homme. D'autre part, l'approche fondée sur les droits de l'homme dans la gestion de la chose publique peut contribuer à la promotion de la dignité de tout homme et de tout l'homme. En première position, parmi les agents à même de promouvoir les DH, il faut reconnaître la haute responsabilité du personnel chargé de l'application des lois et tous ceux qui engagent l'État à n'importe quel niveau du pouvoir, soit du président de la République à l'huissier et le protocole qui doivent entretenir les relations de confiance avec les usagers des services publics. Leurs attitudes et comportements en faveur d'une culture de paix et des droits de l'homme sont importants et nécessitent une bonne connaissance des notions rudimentaires des droits de l'homme pour une prise de conscience accrue des aspirations de l'humanité à la dignité et le respect des grands principes fondamentaux véhiculés par les normes relatives aux droits de l'homme, les conséquences graves et désastreuses des violations quotidiennes des droits de l'homme ainsi que de leur rôle de faire respecter, protéger et promouvoir par toutes les mesures nécessaires les droits de l'homme garantis par les instruments nationaux et internationaux. Quoi qu'il en soit, les valeurs morales, civiques et intellectuelles universelles peuvent orienter positivement le comportement des personnes.
Pour ceux qui engagent l'État et les défenseurs des droits de l'homme, outre les valeurs précitées, la connaissance des notions de base sur les DH incluant ces notions facilite un travail avec professionnalisme et une économie d'abus, de dérapage et de risque. 7. Une relation importante est à signaler entre la réalisation effective des droits consacrés par les normes relatives aux droits de l'homme et la bonne gouvernance. En fait, la bonne gouvernance est définie comme l'exercice de l'autorité par le biais de processus politiques et institutionnels transparents dont la responsabilité peut être mise en cause et qui encouragent la participation du public. Lorsqu'il y est question de droits de l'homme, elle se réfère aux normes, valeurs universelles et principes énoncés dans la DUDH et développés dans un certain nombre de conventions internationales, et des règles, directives ou principes qui définissent les normes minimales nécessaires pour garantir la dignité humaine et le respect de l'humanité. 8. Lorsque les acteurs étatiques et la population, y compris les OSC, parviennent à appliquer les principes de la bonne gouvernance et les normes fondamentales relatives aux droits de l'homme, tout État a plus de chances de passer des discours ou simples promesses à la réalisation effective des droits de l'homme et l'accomplissement minimal et satisfactoire du bien-être pour toute la population. 9. Il va de soi que le respect des DH requiert un minimum de bonne volonté éclairée et affermie par quelques principes et valeurs fondamentales à promouvoir et à protéger, notamment l'amour, la tolérance, la compassion, la vérité, la justice, l'équité, le sens de l'honneur. La connaissance et l'intériorisation des droits de l'homme ne concernent pas seulement les experts en la matière, le personnel officiel chargé de l'application des lois et les agents publics de l'État, mais aussi tout être humain, bénéficiaire des droits fondamentaux pour son épanouissement intégral dans une société juste qui promeut la dignité humaine, l'égalité des personnes, la liberté pour tous et le bien-être social et économique de chaque membre de la communauté, de la localité, de l'État, de la région et du monde. Cette connaissance des droits fondamentaux suivie des attitudes et comportements respectueux des valeurs universelles et principes fondamentaux des droits humains constitue le gage de la culture universelle des droits de l'homme projetée par la Charte de l'ONU et la DUDH. Comment peut-on instaurer la culture des droits de l'homme sans une éducation fondée sur l'approche droits de l'homme, ou une formation et une instruction appropriées se référant à la DUDH? Le professeur Ngoma Binda a pleinement raison de poser les questions suivantes. Quel est le comportement de nos étudiants aujourd'hui et même de nous-mêmes leurs enseignants? Nos étudiants devenus responsables dans la vie professionnelle, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, ou encore dans les postes élevés de la fonction publique et des entreprises publiques et privées arrivent-ils à se comporter en conformité avec nos enseignements du cours de civisme ou d'éducation à la citoyenneté? L'enseignement universitaire, éduquer ou simplement instruire? Nous pensons que les diplômes et la science composée de toutes les disciplines du monde, si elle est dépourvue des notions des DH à intérioriser, elle n'est que ruine de l'âme. 10. Les DH apportent à la science une conscience éclairée et utile pour le bien de l'humanité et de toutes les personnes. Cette conscience oriente le comportement des individus et guide les attitudes et actions appropriées des agents publics de l'État. Les décideurs au sein des États, des OI et des institutions internationales ont une lourde charge et une grande responsabilité pour la promotion et la protection de tous les DH. Ces méritent considération suivant l'importance qu'ils accordent aux DH. En effet, selon les mandats des OI et des États, en qualité de membres originaires ou adhérents, ils s'engagent notamment à promouvoir et à protéger les DH. C'est à la suite des atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale que l'ONU a été chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de la coopération internationale pour le développement et le respect des droits de l'homme. En vue de promouvoir et de protéger les personnes victimes de violations des droits de l'homme, les membres de la société civile peuvent, individuellement ou collectivement, prendre contact et travailler avec les procédures spéciales de l'ONU même si leur État n'a pas ratifié le traité pertinent et ou que la victime des droits en cause n'a pas épuisé les voies de recours internes. 11. Au sein des OI comme dans les États, les droits de l'homme occupent une place importante. Il est évident que dans le fonctionnement de l'État à travers les trois pouvoirs classiques, à savoir le pouvoir législatif, Parlement, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire,
la préoccupation de respecter et faire respecter, protéger et mettre en œuvre ou concrétiser les droits garantis par toutes les normes relatives aux droits fondamentaux est capitale. On peut affirmer que tout agent de l'État relevant de ces trois pouvoirs, chacun dans son secteur et dans ses fonctions, est doté du pouvoir de promouvoir et ou de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. 12. Ces derniers devraient constamment se laisser guider par les normes internationales relatives aux droits de l'homme, les principes y relatifs et les valeurs universellement partagées par tous les États ainsi que la législation nationale conforme aux standards minimums pour une bonne gestion du pouvoir politique. On dit que les droits de l'homme irriguent le droit positif des États. 13. Les règles minima, les standards minimums, les directives, les principes directeurs et les obligations volontairement acceptées par les États en adhérant aux OI et en ratifiant les conventions internationales relatives aux droits de l'homme constituent des garde-fous dans l'action des États. Ces normes, qu'elles soient contraignantes ou dépourvues de la force contraignante, droit mou, elles gardent une grande valeur morale, pédagogique et politique en vue de la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales et leur application crée un environnement national et international favorable à la promotion des droits fondamentaux. Fort de la reconnaissance de leur valeur morale, scientifique et politique évidente, les normes relatives aux droits de l'homme sont considérées comme des obligations erga omnes, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux États ainsi qu'à leurs agents et fonctionnaires même si l'État n'a pas ratifié la convention pertinente. 14. C'est dans ce sens que le Comité des droits de l'homme a dégagé le principe selon lequel les obligations découlant du pacte en général, et de l'article 2 du PIDCP en particulier, s'imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Toutes les autorités de l'État au sein de trois pouvoirs classiques précités, et les autres institutions publiques, à quelque échelon que ce soit moins national ou local, sont à même d'engager la responsabilité de l'État partie. Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. « 15. Pour la mise en œuvre nationale du PIDCP, l'observation numéro 3 du Comité des droits de l'homme préconise que des mesures devraient être prises pour en faire connaître la teneur aux autorités compétentes dans le cadre de leur formation. Il est aussi souhaitable que la coopération de l'État partie avec le Comité fasse l'objet d'une certaine publicité. 16. Sur le long parcours des efforts consentis par les États pour promouvoir la dignité de la personne humaine, grâce à la DUDH, instrument onusien de base pour la promotion et la protection des DH, il y a lieu de saluer les initiatives et le dynamisme des défenseurs des droits de l'homme. Ils peuvent influencer les décisions concernant les États, au sein des grandes réunions et voire en côtoyant les personnes clés qui participent à la prise des décisions. Leur connaissance de la DUDH et la maîtrise des notions fondamentales des droits de l'homme leur permettent d'œuvrer avec professionnalisme. L'étude de la DUDH mérite une attention particulière. Son contenu est considéré à juste titre comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective. 17. Après son adoption et sa célébration chaque année par les États membres de l'ONU, environ 66 ans après, est-ce que la DUDH est connue par le plus large public dans le monde et en Afrique? Son contenu est-il intériorisé et utile pour notre société? Quelle est la valeur de ce document, et comment sa connaissance peut-elle contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, ou mieux, à la réalisation effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales? Quelle que soit la nationalité, l'expression linguistique anglophone, francophone, arabophone, lusophone, swahiliphone, tout lecteur de ce document est concerné par l'éducation et la formation aux droits de l'homme ainsi que le respect universel de ses droits et libertés fondamentales. Face à l'ignorance quasi généralisée des droits de l'homme dans plusieurs États, particulièrement africains, en dépit des efforts des ONG nationales et internationales,
de quelques rares personnalités, de quelques organismes publics et privés, ce commentaire sur la DUDH présente à tous ses lecteurs quelques notions fondamentales sur les droits de l'homme, son historique, sa philosophie ou objectif et sa valeur juridique, politique et sociale ainsi que les droits fondamentaux qu'elle garantit. 18. En effet, ce livre est un document précieux qui explique l'évolution et l'interprétation progressive des droits de l'homme. Ces droits ont été, au fil du temps, explicités par les mécanismes onusiens et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes depuis plus de 66 ans, la DUDH est un instrument juridique qui mérite d'être lu et relu à la lumière de la portée actuelle des notions des droits de l'homme pour en assurer une large diffusion et une application volontaire et spontanée par les États et les personnes. La présente publication se propose de faciliter la compréhension et la connaissance des notions fondamentales des droits de l'homme. Dans cette déclaration annotée, non seulement, on peut y découvrir et comprendre toutes les dispositions de la DUDH, mais aussi, on peut sûrement obtenir des informations d'importance capitale relatives aux droits de l'homme. Les lecteurs et lectrices de ce document y puiseront des connaissances et des informations sur les notions de base des droits de l'homme, connaissances minimales utiles à toute personne prise individuellement en vue d'apprécier une situation des droits de l'homme pour soi-même ou pour la communauté et d'adopter une attitude respectueuse de la liberté et de la dignité de la personne humaine. Il est souhaitable que tout individu adopte un comportement et des attitudes idoines pour jouir ou exercer ses droits, les revendiquer ou recourir aux instances appropriées, tout comme il devra respecter et faire respecter ses droits et ceux des autres. 19. Aujourd'hui, l'ignorance et l'incompréhension des principes fondamentaux des DH acceptés par toutes les nations civilisées, et les valeurs universelles qui les sous-tendent, occasionnent des actions et des mesures politico-administratives impopulaires graves à telle enseigne que l'écart entre les discours politiques et la réalisation effective et universelle des droits de l'homme se creuse, du jour au jour. Quelle contradiction criante entre les textes, les discours et les violations des DH sur terrain. Le constat de professeur Georges Vedel vaut son pesant d'or lorsqu'il dit « Les gouvernants qui trichent avec les droits de l'homme leur font officiellement révérence. » 20. En effet, il est curieux de constater que les DH sont souvent évoqués dans tous les discours politiques de propagande. De manière paradoxale, tous les discours de réclamation du respect des DH et de dénonciation des violations des droits de l'homme sont mal accueillis par les dirigeants qui sont les garants des droits de l'homme et les débiteurs de ces droits en faveur des populations. Les dénonciations des violations des droits de l'homme, de la corruption endémique et de la mauvaise gouvernance sont considérées, purement et simplement, comme des critiques des opposants politiques à un gouvernement. Les DDH, individuellement ou en groupe, à travers les ONG nationales et internationales, envahissent les médias, l'Internet et les réseaux sociaux pour dénoncer, contre vent et marée, les atteintes à la dignité de la personne humaine. Ils informent et sensibilisent l'opinion publique sur la situation des violations de ces droits, ainsi que la nécessité d'améliorer le comportement et les attitudes des dirigeants, des militaires et policiers ou gendarmes, des agents et des fonctionnaires de l'État afin d'assurer une bonne gouvernance caractérisée par la justice distributive, la redevabilité des dirigeants, le respect de la dignité de la personne humaine dans toutes les circonstances, l'égalité des personnes devant les cours et tribunaux et les services publics. La transparence sur les actions politico-administratives et la gestion idoine des finances publiques attirent les DDH en vue d'améliorer, tant soit peu, les conditions de vie sur le plan économique et social pour toute la population. En fait, l'objectif ultime des DDH et leur idéal commun avec tous ceux qui briguent des mandats publics devrait se résumer dans le respect et la réalisation des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, la paix, la sécurité, le développement durable, la protection de l'environnement pour la dignité de tout être humain. 21. Dès lors, pourquoi les DDH doivent-ils payer leur vie pour leur travail et leur apport à la promotion et à la protection des DH et voir la formation de la personnalité des bons citoyens et citoyennes, mission naturelle de tout gouvernement? On déplore souvent l'assassinat, les menaces et différentes atteintes aux droits des DDH.
Frontline Defender a relevé 63 DDH assassinés dans son rapport sur la situation de protection des DDH en 2013. Que leur âme repose en paix, et que le souvenir de la cause pour laquelle ils ont été assassinés fasse une préoccupation pour les dirigeants et la communauté internationale. Il s'agit de Abdi Farah Dheere Somalie, Abdikarim Hussein Gorod Somalie, Abdul Wahid Pakistan, Adelinda Gomez Gaviria Colombie, Ahmed Jean Baloc Pakistan, Armando Funes Medina Honduras, Carlos Hernandez Mendoza Guatemala, Chandra Kandje KWAD Inde, Don Medelso Martinez INTERIANO Guatemala, Eliseo Ramos Martinez Guatemala, Encarnacion Marcos Uccello Guatemala, Eric Oena LEMBE Cameroun, Godefroy Mutombo Rez-de-Chaussée, Hassan Guyko Kenya, Maria Enriqueta Matute, Honduras, Mateo Garcia Pérez Guatemala, Mohamed Mahmoud Afra Somalie, Mohamed Mohamoud Timahad Somalie, Pervin Rehman Pakistan, Philippe Ochiengonguye Kenya, Ricardo Soto Funes Honduras, Roxy TSHIMPAKA Rez-de-Chaussée, Roland LANGALA Philippines, Sabino Romero Izarra Venezuela, Santos Fidel Ajo Suré Guatemala et Thomas Garcia Honduras. Les assassinats des DDH sont inutiles et parfois dus au manque de meilleurs sentiments de nationalisme et de citoyenneté. C'est aussi, dans une certaine mesure, la conséquence d'un sentiment de culpabilité et d'incapacité de respecter, de faire respecter, de protéger et de réaliser les DH par les autorités politico-militaro-administratives. 22. À qui ce document est-il destiné et pourquoi ? Il s'avère important que toute personne bénéficie des informations, de la formation et de l'éducation aux droits de l'homme. L'éducation et la formation aux droits de l'homme constituent le gage par excellence de l'instauration d'une culture universelle des droits de l'homme, une culture de la paix et de la responsabilité citoyenne. Dans les États de vieille démocratie, malgré quelques failles et lacunes, les DH constituent une préoccupation fondamentale pour les dirigeants si bien que l'éducation et la formation aux droits de l'homme y demeurent importantes étant donné que le respect universel et effectif de tous les droits de l'homme est un idéal. Tous les efforts doivent être toujours conjugués par toutes les personnes pour atteindre un niveau plus perfectible. Dans les États en développement, en revanche, l'analphabétisme et la question du respect des droits de l'homme sont beaucoup plus préoccupants qu'on peut se demander si le sous-développement n'est pas la conséquence du mépris ou de l'ignorance des droits de l'homme, de la mauvaise gouvernance, de l'absence de confiance en soi et aux autres, et de l'émergence de l'égoïsme et sectarisme qui produisent un type d'homme ou de femme, seul digne de dignité et seul à bord pour vivre, diriger et se réjouir. 23. Les DH n'étant pas qu'une affaire des dirigeants, ce document est destiné aussi à tout intellectuel, tout éducateur dans le secteur formel et informel, enseignants et formateurs à tous les milieux ou niveaux maternels, primaire, secondaire et universitaire, formateurs des DDH, parlementaires, avocats, syndicalistes, responsables religieux, leaders des OSC, auxiliaires de la justice, fonctionnaires internationaux et fonctionnaires de l'État, notamment le personnel chargé de l'application des lois dont les policiers, les autorités pénitentiaires, les magistrats ainsi que les ministres. Chacun y trouvera sa part. 24. Nul n'est dispensé du devoir de connaître les notions des droits de l'homme et les normes relatives au DH comme l'exprime l'adage. Nul n'est censé ignorer la loi. La connaissance de la loi n'a de l'importance que lorsque les personnes connaissent leurs droits et libertés fondamentales, et qu'elles peuvent s'en prévaloir et les défendre pour soi et pour les autres. 25. Dans le contexte de la contribution à la diffusion, à la vulgarisation et à la sensibilisation des personnes et des responsables impliqués directement ou indirectement, dans l'œuvre de promotion et de protection des droits humains sur le contenu profond de la DUDH, la valeur de son message à l'humanité, les principes fondamentaux des droits de l'homme et les valeurs morales, civiques et intellectuelles universelles qui les sous-tendent ainsi que sa nécessité pour secréter la culture universelle de la paix et des droits de l'homme. Ce document permettra à tous les lecteurs d'appréhender et de s'approprier le contenu et la voie tracée par la DUDH pour l'auto-restauration, l'instauration de l'état de droit, la revalorisation de l'homme et de tout l'homme par l'adoption des attitudes et comportements appropriés. En fait, pour faire face à la dépravation des mœurs et abus de divers ordres qui minent le respect de la dignité humaine,
toute personne et surtout les acteurs étatiques, agents et fonctionnaires de l'État, devront s'approprier les valeurs et principes fondamentaux ainsi que les droits proclamés par la DUDH et les autres normes qu'elle a inspirées. 26. La DUDH, le précieux instrument DDH, a influencé positivement l'administration de la justice grâce à ses valeurs cardinales et les principes fondamentaux qui constituent l'idéal de la bonne administration de la justice. En effet, les principes fondamentaux des droits de l'homme et les dispositions pertinentes de la DUDH ont été intégrés dans plusieurs constitutions nationales et les lois. 27. À juste titre, la DUDH est considérée comme la Magna Carta. L'appropriation de ce texte par tous les êtres humains, les citoyens et les citoyennes du monde ainsi que les acteurs étatiques peut changer l'image du monde face à ses multiples et divers défis. En fait, cette appropriation peut impacter les actions des dirigeants, animés de l'esprit de leadership capable de transformer positivement la société à asseoir sur le fondement de l'équité, de la justice et du respect de la dignité intrinsèque à tous les membres de la famille humaine. Les DH peuvent contribuer à renforcer la solidarité entre les hommes et les femmes, entre les peuples et renforcer les actions de la société civile nationale et internationale en faveur de la culture universelle des droits de l'homme et de la paix, la lutte contre la criminalité et l'impunité dans le monde ainsi que promouvoir la juste coopération entre les États ayant des intérêts communs et divergents et voire aussi booster le développement durable, la démocratie, l'état de droit ainsi que l'environnement sain et durable. 28. Sans entrer dans tous les détails sur les notions larges et parfois complexes de la science des droits de l'homme, ce livre aborde les notions de base des DH, notamment l'historique, les principes fondamentaux dont l'égalité en dignité et en droit, et la non-discrimination, les instruments et mécanismes de promotion ainsi que le contenu de la DUDH dont le commentaire de tous les alinéas de son préambule et de ses 30 articles. 29. À travers ce document, on répond à la préoccupation de l'ONU qui recommande aux États, y compris la société civile, de manifester leur fidélité à l'article 56 de la Charte. En fait, il est recommandé aux États et aux OSC de ne négliger aucun moyen en leur pouvoir pour publier solennellement le texte de la DUDH et ensuite, pour faire en sorte qu'il soit publié, affiché, lu et commenté principalement dans les écoles et autres établissements d'enseignement, sans distinction fondée sur le statut politique du pays ou du territoire. Mais hélas, est-ce que cela est fait suffisamment par tous les États ? Est-ce que publier et afficher le texte de la DUDH suffit pour qu'il soit connu, compris, intériorisé et mis en pratique ? Plusieurs personnes et institutions ont déjà commenté la DUDH, et nous nous joignons à elles dans le cadre de la campagne mondiale en faveur de l'éducation et la formation aux droits de l'homme. 30. En Afrique, en général et en particulier en rez-de-chaussée comme dans quelques autres pays du monde, la DUDH et son contenu ne sont pas encore suffisamment connus. Ce document propose à tous les lecteurs et toutes les lectrices quelques commentaires non seulement sur les dispositions du texte mais aussi son histoire, sa valeur juridique et politique, la jurisprudence et les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. 31. La bonne compréhension de la DUDH comme tout autre texte juridique requiert une approche ou vision holistique. Un des rédacteurs de la DUDH ne disait-il pas que pour une meilleure compréhension de la DUDH, au-delà du texte enrichi par multiples instruments et mécanismes de protection et de promotion des DH, il faut lire ce document de manière méthodique. Ici, on peut lire, commenter et comparer autant que possible les dispositions de la DUDH aux normes nationales et internationales ainsi que la jurisprudence des cours et tribunaux et celle des mécanismes non contentieux de protection des droits de l'homme, telles les observations et recommandations des organes de traité et voir les avis des rapporteurs spéciaux. Il est vivement conseillé de lire les commentaires des délégués des États ayant participé aux travaux de la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies au Palais de Chaillot à Paris, les 9 et 10 décembre 1948. Nous reviendrons sur cet aspect prochainement, étant donné que dans ce document, on a accordé une place importante aux notions des droits de l'homme à la lumière d'autres conventions internationales relatives aux droits de l'homme, les observations du Comité des droits de l'homme et des DESC ainsi que la jurisprudence des mécanismes internationaux de protection des DH. 32.
Les parlementaires africains ont bien compris l'implication des droits de l'homme dans leur mission. À l'occasion d'une formation organisée par l'UIP à Ouagadougou, ils se sont engagés à prendre des initiatives pour que leurs parlements respectifs soient associés à la préparation des rapports nationaux et qu'ils soient représentés dans les délégations qui vont les soumettre aux organes conventionnels, ce qui leur permettrait de mieux comprendre les observations finales et les préoccupations de ces organes. Enfin, les parlementaires africains ont insisté pour que les recommandations des organes conventionnels soient transmises au Parlement pour leur permettre d'en débattre et de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre et leur suivi, tant au niveau législatif qu'à celui du contrôle de l'exécutif. 33. Ce qui est valable pour les parlementaires l'est aussi pour les autres agents et fonctionnaires de l'État, à tous les niveaux. C'est pareil avec toutes les personnes et institutions publiques et privées. Et d'ailleurs, c'est de bon droit que la Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme dispose que chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité. Les individus, groupes, institutions et ONG ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et la promotion du progrès social. Les individus, groupes, institutions et ONG ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun à instaurer un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la DUDH et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité. 34. Ce livre, sans viser spécifiquement la situation nationale de violation des droits de l'homme d'un quelconque État, ni les implications du droit de la Cour pénale internationale et moins encore l'analyse de l'EPU, comprend deux parties qui traitent respectivement de l'histoire de la DUDH et les généralités sur les droits de l'homme d'une part et d'autre part, le contenu de la DUDH notamment le commentaire de son préambule et de ses 30 articles. Première partie. L'histoire de la DUDH et les GENERALITES sur les droits de l'homme. 35. L'historique et quelques notions de base relatives aux droits de l'homme s'avèrent importants, avant d'aborder le commentaire de la DUDH. D'entrée de jeu, quelques questions pertinentes méritent d'être posées. Quels sont les textes juridiques qui ont inspiré les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH ? Que représente la DUDH dans le domaine du droit international des droits de l'homme ? Quelle est l'histoire des droits de l'homme ? 36. La DUDH n'est pas un fruit de la génération spontanée. Ses rédacteurs ont été inspirés par plusieurs instruments internationaux et nationaux. Certaines notions qu'on y retrouve avaient déjà été abordées par quelques philosophes et des groupes religieux. Tel est le cas, entre autres, de la dignité de la personne humaine, de la fraternité et de l'égalité des personnes. Au lieu de s'attarder sur ces différentes notions, sources de controverses incessantes, le présent chapitre se limitera plutôt à l'historique de la DUDH et sa place en droit international, ainsi que quelques notions relatives aux sources du droit des droits de l'homme, quelques principes généraux tirés de la DUDH et quelques mécanismes de protection des DH. Chapitre 1er. HISTOIRE de la DUDH et sa place en droit international. 37. Il n'y aura pas de droit de l'homme tant que l'homme ne respectera pas lui, les droits d'autrui et tant qu'il ne voudra pas s'associer à tous les efforts qui sont faits. Aucun de nous n'a le droit de dire « Les Nations Unies sont défaillantes, donc nous n'y pouvons rien ». Mais les Nations Unies, c'est nous. C'est pourquoi toute grande injustice commise dans un pays offense en tout lieu le droit et l'humanité. René Cassin. 38. Pour mieux comprendre l'histoire de la DUDH et sa place en droit international, il importe de répondre à une question fondamentale, celle de savoir ce qu'étaient les droits de l'homme avant l'adoption de cet instrument juridique et ce qu'ils sont devenus par la suite. En effet, sans vouloir remonter au déluge, il y a lieu de noter que depuis la nuit des temps, plusieurs efforts ont été consentis par les hommes, les femmes et les États pour assurer la liberté des personnes, la reconnaissance de l'homme par l'homme et le respect de la dignité due à la personne humaine. En fait, les droits de l'homme sont l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une vie pleinement humaine. 39.
En 2 points, nous présentons dans les pages qui suivent l'histoire des droits de l'homme, soit la période d'avant l'adoption de la DUDH et celle d'après son adoption jusqu'à ce jour. 1.1. Les droits de l'homme avant l'adoption de la DUDH. La DUDH apparaît comme l'interprétation autorisée de l'expression de droits de l'homme, employée dans la Charte des Nations Unies. Manfred Novak. 40. Les racines de la DUDH sont les doctrines religieuses, le christianisme, l'islam et le confucianisme, les doctrines philosophiques, Grotius, J.J. Rousseau et Hobbes, les traditions et les textes juridiques et politiques dont la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Déclaration française des droits de l'homme et des libertés du citoyen. 41. Comment les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient-ils protégés avant la création de l'ONU, et ce, par différents peuples et dans des circonstances de temps et de lieu déterminés? Comment l'ONU a-t-elle promu les droits de l'homme après les 2 guerres mondiales et la création de l'ONU? La Charte de San Francisco créant l'ONU a réservé une place de choix au DH. En effet, cet objectif fondamental de l'ONU a été à la base de l'adoption de la DUDH par l'AGNU. Il ressort du texte de la DUDH que ses rédacteurs s'étaient inspirés de la première phase de l'histoire des droits de l'homme, marquée par quelques dates importantes, philosophie ou courant d'idées et quelques mécanismes, pratiques, événements et déclarations antérieures relatives aux droits de l'homme. 42. En effet, le christianisme fondé sur les enseignements de Jésus-Christ contribua et peut encore contribuer sensiblement à la promotion des DH. D'aucuns n'ignorent que le christianisme a facilité la fin du système esclavagiste, ayant réduit les êtres humains au rang de bêtes de somme. Bien plus, de par son enseignement, le christianisme affirme la valeur transcendantale de l'être humain sans aucune discrimination. L'être humain créé à l'image de Dieu n'est pas seulement un citoyen ou un sujet de l'État. Il mérite protection de l'État et de la cité, au nom de Dieu, son Créateur, d'où les lois divines s'imposent à toute personne y compris les rois, les princes et les dirigeants des États. 43. Point n'est besoin de rappeler le conflit ayant divisé, jadis, l'Église et l'État. En principe, la pensée chrétienne prêche la soumission de l'homme au pouvoir temporel car toute autorité vient de Dieu. Cependant, l'homme doit respecter les lois de Dieu dans ses rapports avec ses semblables et la cité. Dans le christianisme, l'homme peut résister aux lois de cette dernière si elles sont contraires aux lois divines. Le christianisme n'a-t-il pas inspiré les droits de l'homme en défendant l'égalité des hommes qui est consacrée par la Bible? En effet, dans le livre de Paul aux Galates, il est écrit : Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. 44. La Bible recommande à tout chrétien d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'ailleurs le premier commandement. L'exemple le plus frappant d'amour présenté par la Bible est celui du bon Samaritain. 45. Le christianisme a contribué à l'évolution des droits de l'homme dans le monde, c'est le cas de le dire. L'idée de l'égalité des êtres humains a permis de mettre fin à l'esclavagisme justifié par des prétentions telles que les Indiens n'avaient qu'une apparence humaine et n'avaient pas d'âme. Ils n'étaient que des animaux, et donc pouvaient être mis en esclavage. Le christianisme est considéré comme un garde-fou pour le pouvoir, et recommande de reconnaître et valoir à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, le bon chrétien devra respecter les lois du pays et les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Il considère toute personne comme l'image de Dieu et le semblable. 46. L'écho de l'égalité des personnes s'est répercuté dans la DUDH et dans les États. À titre d'exemple, l'égalité défendue par le christianisme est suivie par les États comme le Bénin où la Constitution consacre l'égalité devant les juridictions. Cette égalité doit impulser tout le comportement sociétal. Les principes d'égalité et de non-discrimination sont certainement ceux qui recèlent le plus de possibilités, de potentialités et d'intérêts compte tenu de leurs multiples applications, des nombreuses dispositions constitutionnelles qui leur sont consacrées ainsi que des études et jurisprudences y consacrées. Ainsi, au Bénin, en dehors des dispositions générales des articles 26 de la Constitution, les articles 3 et 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la Constitution reconnaît, en son article 6, l'égalité de suffrage. De même en son article 8,
Elle garantit l'égalité d'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. En son article 39, l'égalité sur le territoire du Bénin des droits et libertés entre Béninois et étrangers. 47. En rapport avec l'égalité des êtres humains, on peut affirmer que la plupart de religions au monde accordent une grande importance à l'être humain considéré comme image, ressemblance de Dieu. À titre purement illustratif, Confucius défendait déjà à son époque ce qu'il convient d'appeler la paix universelle et éternelle au sein des peuples et entre les peuples. 48. On ne saurait passer sous silence le rôle que l'Église catholique a joué au sein de l'État et son apport dans la conception des droits de l'homme. Dans son cours sur les droits de l'homme, Dr. Abelkira enseigne que, dans le passé, l'Église catholique a longtemps défendu l'idée que les vrais droits de l'homme naissent précisément de ses devoirs envers Dieu. Aujourd'hui, la papauté affirme que les idées de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont au fond que des idées chrétiennes, selon le pape Jean-Paul II au Rassemblement du Bourget le 1er juin 1998. 49. Quoi de plus vrai qu'avec le protestantisme et les autres religions, les enseignements sur Jésus-Christ placent l'homme au centre de la création et de l'humanité. Cet homme, ou mieux l'être humain, est l'image de Jésus-Christ, et il tend vers la perfection de Jésus-Christ qui incarne l'amour du monde et de l'humanité en se sacrifiant soi-même pour les autres. Un agent de l'État chrétien a-t-il nécessairement besoin des notions sur l'éthique des droits de l'homme, s'il est réellement convaincu par sa religion et les enseignements de Jésus-Christ? Que dire de la torture pratiquée par un agent de l'État chrétien, ou justifiée par la croyance à une religion quelconque? 50. La Bible renseigne sur les conditions de l'être humain créé à l'image de Dieu, et mérite l'amour de toute personne pour une vie digne et heureuse sur terre en jouissant de tout ce que Dieu a créé pour lui. Que dire du décalogue qui enseignait l'amour du prochain, et l'interdiction de faire du mal au prochain? Que dire aussi du Code stèle d'Hammurabi, 1728 à 1686 avant Jésus-Christ, qui au-delà de la vengeance voulait imposer l'amour et la morale par la crainte de la sanction en proclamant la loi du talion sous la formule lapidaire, œil pour œil, dent pour dent. On peut relever le caractère barbaresque du principe de vengeance teinté de violence dans le Code d'Hammurabi, mais on ne peut occulter le noble objectif poursuivi à travers l'acte, notamment le respect de la justice, la lutte contre la violence et le respect de la dignité de toute personne dans la société. La vengeance privée est stigmatisée, et c'est à l'État à travers les cours et tribunaux qu'incombe la lourde mission de rendre justice, lutter contre la criminalité et contre l'impunité. 51. Que dire du Coran qui enseigne aussi l'amour du prochain? Il est impérieux de comprendre que les États arabes sont aussi attachés au principe des droits de l'homme, bien que dans la charte de 1945, ils n'ont pas prévu les droits de l'homme comme cela a été fait dans la charte de l'ONU. À ce sujet, Nabil Maheri dit « Tous les États arabes ont sans réserve en ce qui concerne notre sujet, soit ratifié, dès 1945, la Charte des Nations Unies en tant que membre originaire de l'ONU soit adhérée, après. Tous les États arabes devraient donc être considérés comme juridiquement engagés par les principes de la Charte des Nations Unies, que nous venons de mentionner, y compris par exemple, l'égalité des droits des hommes et des femmes. Comme une autre forme de religion, les droits de l'homme apportent un nouveau souffle au monde pour asseoir la culture de la paix, du respect des droits de l'homme, l'instauration ou le renforcement de la démocratie et l'état de droit. 52. Que ce soit dans le monde chrétien, profane, animiste, croyant ou même athée, la valeur intrinsèque et la dignité de l'être humain constituent le dénominateur commun des hommes, des femmes et des enfants sans aucune discrimination. 53. Avec la laïcisation des droits de l'homme, l'origine divine du droit naturel n'est pas reniée. Certains auteurs dont Hugo de Groot, dit Grotius, de Jure Belli Passis publié en 1625 et dédié à Louis XIII, situe l'origine du droit naturel dans la nature. Il dit « La mère du droit naturel est la nature même qui nous pousse encore à chercher le commerce de nos semblables. L'homme peut connaître par sa raison qu'une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu'elle a avec la nature raisonnable et sociable de l'homme. » Les tenants de la laïcisation du droit naturel considèrent qu'il y a un droit antérieur à l'État. Nul ne peut y porter atteinte sans aller à l'encontre de la nature.
54. Les DH existent de par la nature. L'État doit les reconnaître et les promouvoir. Dans la littérature relative à la théorie sur l'origine de l'État et du droit, Hugo de Groot dit Grotius distingue le droit naturel du droit des gens, variant selon les époques et les lieux. D'autres auteurs comme John Locke, Thomas Hobbes, Léviathan et Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, développent l'idée d'un contrat social à la suite d'un état de nature caractérisé par le désordre, l'anarchie, la jungle. 55. L'idée du contrat social est à la base de la notion de souveraineté reconnue à tout peuple. C'est ainsi qu'au sein de l'État, la forme de société humaine la mieux organisée, les personnes se choisissent parmi elles, les personnes qui gouvernent par elles et pour leur compte. Les individus se conviennent de donner la charge de gérer la communauté à un souverain, pour veiller au dû droit des peuples à l'autodétermination. 56. Jean-Jacques Rousseau tout comme Hobbes ont pensé à un contrat social, bien qu'avec des visions différentes. Hobbes parle du Léviathan qui jouit de la plénitude du pouvoir et n'a de compte à rendre à personne, tandis que dans la pensée de Rousseau, le souverain incarne la volonté générale qui est le bien pour toute la communauté, sans tenir compte de la majorité des voix mais plutôt de l'intérêt de tous, en toute objectivité. Ces pensées ont contribué au développement des systèmes et institutions politiques comme la démocratie, la dictature, la souveraineté populaire, les élections périodiques. En fait, le droit positif qu'est le droit en vigueur dans un État pendant une période déterminée, ne vient pas du néant mais plutôt d'un droit naturel et vise à promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. 57. On peut mieux comprendre cette réalité avec l'élaboration d'une loi ou d'une constitution. Au fait, le législateur ou le constituant consacre les droits naturels dans les textes juridiques. Ces droits inhérents à toute personne humaine sont inaliénables et sont repris dans les conventions internationales ou autres normes internationales relatives aux droits de l'homme. La préoccupation de la dignité de la personne humaine et le respect de la liberté a existé depuis belle lurette, dans le monde, dans toutes les sociétés et de manière plus raffinée au sein de l'État. Ce qu'on appelle aujourd'hui valeurs universelles, principes fondamentaux des droits de l'homme et l'aspiration profonde à l'idéal du bonheur, du bien-être, de la liberté et de la justice a été partagé par plusieurs sociétés et transmis de génération en génération par des écrits et même par la tradition orale, notamment la sagesse contenue dans les contes, les proverbes, les chansons. À propos, il est prouvé que la charte de Koura Kanfuga dans l'Empire mandingue au Mali consacrait la dignité de la personne humaine. La charte était proclamée en 1222 par l'empereur du Mali Soundiata Keïta. Cette charte énonce des grands principes tels que « toute vie humaine est une vie, chacun est libre de dire, de faire, de vivre, il faut abolir la faim et l'esclavage ». La simplicité du contenu de la charte de Koura Kanfuga et de ses termes contribue à en assurer l'intemporalité et a nourri la réflexion menée notamment par les chercheurs du programme Lascaux. Dans les franchises de Genève de 1387, il était prévu la suppression des travaux forcés. Faut-il signaler que de nos jours, certains États n'ont pas encore aboli la peine de travaux forcés. 58. Il était strictement interdit de pratiquer les arrestations arbitraires, et on encourageait la protection des droits et des biens des étrangers. Avec l'édit de Nantes, quelques mesures salvatrices étaient prises pour la promotion de la dignité des personnes, sans aucune discrimination de religion et d'origine. La reconnaissance de la liberté était proclamée, de manière expresse. 59. Les différentes déclarations précitées et autres pratiques ainsi que les règles de sociétés observées jadis constituent des traces éloquentes de l'effort de la promotion de la dignité et de la liberté des personnes. On peut aisément apprécier les grandes idées relatives aux droits de l'homme dans Magna Carta, Grande Charte des Anglais accordée par le roi Jean en 1215. En effet, l'article 2 de la Grande Charte dispose que « Nous avons aussi accordé à tous nos hommes libres du royaume d'Angleterre toutes les libertés spécifiées ci-dessous, pour être possédés par eux et par leurs héritiers spécifiés ci-dessous, pour être possédés par eux et par leurs héritiers comme les tenants de nous et de leurs héritiers. » Jadis, la préoccupation sur le rapport entre le pouvoir et la liberté était déjà perceptible. Dans le Bill of Rights anglais du 13 février 1689, l'idée du contrôle du pouvoir apparaît de manière nette. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou l'exécution des lois,
comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal. Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au roi, et tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux. La séparation des pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif, prônée par Montesquieu est acceptée comme un principe fondamental par toutes les nations civilisées. Ce principe était à l'époque défendu par le Bill of Rights en Angleterre. 60. Dans les franchises de Genève de 1387, il était prévu la suppression des travaux forcés. Faut-il signaler que de nos jours, certains États n'ont pas encore aboli la peine de travaux forcés. Il était strictement interdit de pratiquer les arrestations arbitraires, et on encourageait la protection des droits et des biens des étrangers. Avec l'édit de Nantes, quelques mesures salvatrices étaient prises pour la promotion de la dignité des personnes, sans aucune discrimination de religion et d'origine. La reconnaissance de la liberté était proclamée, de manière expresse. Les différentes déclarations précitées et autres pratiques ainsi que les règles de sociétés observées jadis, constituent des traces éloquentes de l'effort de la promotion de la dignité et de la liberté des personnes. On peut aisément apprécier les grandes idées relatives aux droits de l'homme dans Magna Carta, grande charte des Anglais accordée par le roi Jean en 1215. En effet, l'article 2 de la Grande Charte dispose que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.